bienvenue à JK raconte une histoire, où des drames de la vie réelle se déroulent. Installez-vous et savourez le récit d'aujourd'hui. Le téléphone sonna, sec et pressant, près de Rob Brennan endormi. Il se réveilla en sursaut, désorienté. « Qu'est-ce que c'est que ça » marmonna-t-il, la voix pâteuse de sommeil. Le téléphone sonna de nouveau. Il le saisit. « Allô » Sa voix sortit grave et rauque. « Monsieur Brennan. » Une voix autoritaire résonna dans le récepteur. « Oui, c'est moi. Ici le sergent Martinez du département de police de Dayton. Puis-je parler à Madame Brennan ?» Le cœur de Rob rata un battement. « Qui demande ?»« Monsieur Brennan, veuillez passer Madame Brennan au téléphone. C'est une urgence policière. » Le ton clair et impérieux fit se serrer l'estomac de Rob. « Juste une minute. » Il tendit le téléphone à la femme nue allongée à côté de lui. « C'est pour toi. » La police. « Quoi ?» Lindsay lui arracha le téléphone des mains. « Allô. Bonjour, ma chère épouse infidèle », la voix excessivement joyeuse de Rob parvint à travers le combiné. « J'espère que tu as bien dormi la nuit dernière après que toi et ton amant ayez fini de vous amuser. » « Oh mon Dieu, Rob. »« Rob, c'est toi. Tu peux être tranquille, ma chérie. J'appelle juste pour te donner quelques informations dont tu auras besoin. »« Rob, s'il te plaît. » Elle essaya d'interrompre. « Tout d'abord, tu peux jeter ta clé de maison. Elle ne fonctionnera plus. J'ai aussi changé le code de la télécommande du garage. »« Rob, s'il te plaît. »« Ce n'est pas ce que tu penses, » s'écria-t-elle. « Tu ne sais pas ce que je pense, Lindsay. Mais je n'ai pas appelé pour en discuter avec toi. J'ai appelé pour te dire que tes cartes de crédit ne fonctionneront plus et que tu peux récupérer tes vêtements et tes articles de toilette dans les bacs en plastique derrière le portail latéral quand tu veux. » La voix devint froide comme la glace. « Non, non, Rob. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, » supplia désespérément sa femme. « Trop tard, chérie. Je l'ai déjà fait. »« Mais où suis-je censé aller » cria-t-elle. « Eh bien, pour reprendre les mots immortels de Red Butler, franchement, ma chère, je m'en fiche éperdument. » La ligne se coupa avec un clic sec. J'avais commencé ce processus des semaines auparavant. Mais ce matin-là fut le moment décisif. Si je n'avais pas été absolument certain qu'elle dormait dans le lit de Blake Morrison, je n'aurais même pas tenté cette petite manœuvre. J'ai été surpris de la facilité avec laquelle tout s'était déroulé et à quel point le moment me paraissait vide. Une victoire creuse, pensais-je. Trop peu, trop tard. Je suppose que c'est approprié pour ma situation. Je m'appelle Robert Brennan, Rob pour mes amis, et j'ai 43 ans. Je suis représentant commercial en équipement médical, couvrant les hôpitaux et les cliniques du centre de l'Ohio. Je suis chez MedTech Solutions depuis 20 ans maintenant, ayant gravi les échelons, d'un poste de vente interne de premier niveau à la gestion de certains de nos plus grands comptes dans la région. J'ai épousé Lindsay Crawford il y a 20 ans. Nous étions censés célébrer notre 20e anniversaire le mois prochain. J'avais considéré notre mariage comme une réussite. Nous avions 2 enfants merveilleux, une belle maison à Kettering et ce que je pensais être une base solide construite sur l'amour et la confiance. Notre fille Madison, que nous appelons Maddie, est née 1 an et demi après notre mariage. Elle a 18 ans maintenant et a toujours été la fille à papa. Quand elle était petite, si elle était contrariée ou pleurait, je pouvais la prendre dans mes bras et elle se calmait immédiatement, me souriant comme si j'avais accroché la lune. Tyler, notre fils de 16 ans, est arrivé 2 ans plus tard. Il est plus le garçon de sa mère, ce qui ne m'a jamais dérangé. Chaque famille a ses alliances, et je me disais que c'était ainsi que les choses s'équilibraient. Je pensais avoir la vie parfaite. Nous vivions dans une modeste maison coloniale de 4 chambres que nous avions achetée il y a 4 ans. Elle n'était pas neuve, mais nous y avions mis tout notre cœur pour l'aménager à notre goût. Nouvelle cuisine, sous-sol aménagé où j'avais mon atelier, et les enfants avaient leur salle de jeu. Un garage pour 2 voitures où nous garions réellement nos voitures au lieu de l'utiliser comme débarras comme la moitié de nos voisins. Mais je m'étais trompé sur tout. J'ai rencontré Lindsay pour la première fois quand nous étions en première année à Centerville High School. C'était une jolie blonde à la silhouette athlétique. Pas vraiment le genre pom-pom girl, mais elle a quand même auditionné. Elle n'a pas été retenue, ce qui a probablement piqué à l'époque. Je jouais receveur éloigné dans notre équipe de football américain.
Rien de spectaculaire, mais j'étais fiable. L'entraîneur pouvait compter sur moi pour courir les bonnes trajectoires et attraper les passes qui venaient. ENT à moi. Je pensais que Lindsay et moi pourrions former un bon couple, alors je l'ai invité juste après le début de la saison. Nous sortions ensemble depuis quelques mois quand tout a changé. Blake Morrison, notre quart arrière titulaire, a décidé qu'il la voulait aussi. Et quand Blake Morrison voulait quelque chose, il l'obtenait généralement. Blake était tout ce que je n'étais pas. Grand, naturellement doué de cette confiance facile qui vient du fait d'être le joueur vedette. Il avait un bras puissant et le genre d'attitude intrépide qui faisait que les entraîneurs l'aimaient et le détestaient à la fois. Il pouvait réaliser des jeux qui n'auraient pas dû être possibles, mais il ignorait aussi le plan de jeu chaque fois qu'il en avait envie. Le truc avec Blake, c'est qu'il n'était pas vraiment un joueur d'équipe. Il était juste Blake. Il faisait les choses à sa manière et, d'une manière ou d'une autre, cela fonctionnait généralement. Notre équipe a eu un bilan décent cette année-là, mais je me suis toujours demandé à quel point nous aurions pu être meilleurs si Blake avait réellement suivi le plan de match de l'entraîneur au lieu d'improviser la moitié du temps. Blake se vantait d'avoir fréquenté chaque pom-pom girl au moins une fois. Puisque Lindsay n'avait pas intégré l'équipe, je pensais que cela la protégerait peut-être. Je me trompais aussi sur ce point. Quand Blake a invité Lindsay à sortir, elle a dit oui sans hésitation. Je ne pouvais pas comprendre. Je pensais que nous étions un couple. Apparemment, j'étais le seul à le penser. Il ne servait à rien d'être en colère contre Blake. Il était ce qu'il était, un gars qui prenait ce qu'il voulait et ne se souciait pas de savoir qui serait blessé dans le processus. J'étais blessé que Lindsay soit tombée dans son panneau. Mais que pouvais-je faire? Blake obtiendrait son diplôme l'année prochaine et Lindsay et moi serions toujours là. Peut-être aurais-je encore une chance. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai commencé à sortir avec Marilyn Henderson à la place. Elle était assez gentille, mais ce n'était pas ce que je cherchais. Je voulais quelque chose avec plus d'étincelles, je suppose, mais c'était probablement en demander trop. Au printemps, Blake a largué Lindsay pour une autre fille, et elle était de nouveau disponible. J'ai pensé à l'inviter, mais vu la façon dont elle m'avait lâché la première fois, j'ai décidé de passer mon tour. À la fin de l'année, elle avait trouvé quelqu'un d'autre de toute façon, et j'étais de nouveau sur la touche. L'année de terminale fut différente. Roger Davis devint notre quart arrière titulaire, et il s'avéra être tout ce que Blake Morrison n'était pas. Roger était un leader et un véritable joueur d'équipe. Il comprenait ce qu'il fallait pour gagner, et plus important encore, il savait comment tirer le meilleur de chacun autour de lui. Avec Roger qui annonçait les jeux, j'attrapais les passes comme jamais auparavant, et nous gagnions des matchs régulièrement. Roger entrait dans le cercle, annonçait le jeu tranquillement et s'assurait que tout le monde savait exactement ce qu'il était censé faire. C'était une expérience complètement différente, et j'en ai aimé chaque minute. Je n'ai pas été surpris quand Roger a commencé à sortir avec Lindsay. Malgré tout son talent et son leadership, c'était un gars tranquille, décent, difficile à ne pas aimer. Assez étrangement, j'étais d'accord pour qu'ils soient ensemble. Si je ne pouvais pas être avec elle, Roger aurait été mon choix. Lindsay n'était pas la fille la plus intelligente de notre classe. Elle maintenait une moyenne de ses solidés, comme beaucoup de ses camarades de classe, n'avait pas de projet d'université. Elle semblait reconnaître ses limites et adopter une approche pratique. Après l'obtention de son diplôme, elle a trouvé un emploi de caissière à la First National Bank. J'ai perdu le contact avec elle après cela. Je partais à Ohio State avec une bourse partielle de football américain, rêvant de jouer au football universitaire, de boire de la bière avec les gars et de sortir avec les plus jolies filles qui me donneraient une chance. À Noël de ma première année, la réalité s'était imposée durement. J'avais échoué à 3 cours. Si j'appréciais chaque minute passée dans l'équipe d'éclaireurs, le reste de mon expérience universitaire était un désastre. Il n'y avait pas de file de filles qui attendaient de sortir avec moi. La bière était chère pour mon budget limité et les cours étaient un supplice. Ce fut une dure prise de conscience. Personne n'allait me surveiller ou s'assurer que j'assistais aux cours et que je terminais mes devoirs. La responsabilité était entièrement la mienne, et je ne la gérais pas bien. Les notes affichées à la fin du semestre étaient dévastatrices. J'étais sérieusement en danger d'être renvoyé. Eh bien, je me suis dit, le semestre prochain, pas de football, pas de petites amies. Autant faire les choses correctement. Ce n'est pas facile. C'était un mode de vie complètement différent pour moi et j'ai lutté chaque jour.
J'ai réussi à m'en sortir, mais de justesse. Avec une année d'université derrière moi, je devais me demander si c'était ce que je voulais faire pendant les 3 années suivantes. La réponse était assez évidente. Non. J'avais besoin de trouver une carrière où je pourrais utiliser mes compétences pratiques et réellement aider les gens. J'ai trouvé un emploi dans un bureau du centre-ville et j'ai passé l'année et demie suivante à faire la navette en bus, travaillant 9 heures par jour, puis reprenant le bus pour rentrer chez moi. Après quelques mois, j'ai réalisé que cela ne pouvait pas être mon avenir non plus. J'avais besoin de quelque chose de plus stimulant, de quelque chose qui me passionnerait. Je n'avais jamais envisagé la vente comme option de carrière. Dans mon esprit, un vendeur était quelqu'un qui faisait du porte-à-porte pour vendre des brosses ou des gadgets de cuisine. Ce n'était absolument pas moi. Mais j'ai eu une perspective différente quand j'ai découvert ce qu'était réellement la vente d'équipement médical. Il fallait connaître ces produits sur le bout des doigts. Montrer aux professionnels de la santé que votre équipement était meilleur que ce qu'ils utilisaient actuellement, puis les convaincre de changer. Plus important encore, il y avait un aspect technique dans lequel je pouvais vraiment me plonger. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que la vente était avant tout une question de stratégie. De quoi le client avait-il besoin? Pourquoi devrait-il l'acheter chez vous? Comment pouviez-vous résoudre ces problèmes mieux que la concurrence? J'ai postulé pour un poste de débutant chez Medtech Solutions et j'ai été accepté dans leur programme de vente interne. Ils exigeaient 6 mois de formation sur les produits et des cours de terminologie médicale avant que je puisse commencer à vendre. Mais ça en valait la peine. C'était le début de tout. Plus j'apprenais, plus je réalisais que c'était exactement ce que je voulais faire. J'ai commencé à travailler sans voiture, vivant toujours chez mes parents et prenant le bus pour me rendre au bureau et en revenir. Quand j'ai reçu mon premier vrai salaire, j'ai décidé d'ouvrir un compte bancaire. Par commodité, j'ai choisi la première succursale nationale près de l'arrêt de bus. En m'approchant du comptoir du service client, je me suis arrêté net. La jeune femme qui allait me servir était Lindsay Crawford. Je ne l'avais pas vue depuis 3 ans, mais elle était aussi belle que dans mes souvenirs, peut-être même plus. « Salut, Lindsay », ai-je dit en m'avançant. Elle ne m'avait manifestement pas remarqué dans la file et a semblé surprise de me voir. « Salut, Rob », a-t-elle dit après un moment d'hésitation. « Que puis-je faire pour toi? J'aimerais ouvrir un compte. J'ai besoin de déposer mon salaire. » « Oh, bien sûr. Laisse-moi te trouver un de nos spécialistes pour t'aider, » a-t-elle dit avec un sourire. « Merci. Content de te revoir. » « Oui, moi aussi, contente de te revoir. » Son sourire semblait sincère. Une semaine plus tard, je suis retourné chercher mes chèques et j'ai revu Lindsay. Cette fois, elle marchait entre les bureaux, distribuant des documents. Je l'ai observée pendant que j'attendais dans la file, me demandant ce qui se passait dans sa vie. Il n'y avait qu'une seule façon de le savoir. Après avoir récupéré mon chéquier, j'ai cherché Lindsay et l'ai trouvée debout derrière un comptoir annexe, ne faisant rien de particulier. « Bonjour encore », ai-je dit en m'approchant avec un sourire. « Hey, comment ça va ?» a-t-elle demandé. Son sourire était celui dont je me souvenais de l'époque où nous sortions ensemble. Sincère, honnête et très séduisant. « Je vais bien. Je travaille chez Medtech maintenant, dans les ventes. » « C'est super. Ça te plaît? Ça a un bon potentiel? » Elle semblait sincèrement intéressée. « Oui, j'aime l'entreprise et les produits que nous représentons. Je pense que je suis plutôt chanceux. » « C'est merveilleux, Rob. Je suis contente de l'entendre », a-t-elle fait une pause. « Aimerais-tu prendre un café un de ces jours? On pourrait prendre des nouvelles. » « J'aimerais beaucoup », ai-je dit avec un large sourire. « Je t'attendrai dehors quand tu seras prête. » « Super. Je serai libre dans quelques minutes. Il y a un café juste à côté. » Et c'est ainsi que nos retrouvailles ont commencé. Après quelques rendez-vous, nous étions de retour là où nous nous étions arrêtés au lycée. J'avais 22 ans et je commençais juste ma carrière. Lindsay cherchait la stabilité et un avenir. Je l'ai demandé en mariage le printemps suivant et elle a dit oui. 1 an plus tard, nous étions mariés. Tous deux excités par ce qui nous attendait. 18 mois après notre mariage, Maddie est née. Elle a été la fille à papa dès le premier jour. Quand elle était contrariée ou pleurait, je pouvais la prendre dans mes bras et elle se calmait instantanément, me souriant comme si tout allait bien dans le monde. J'avais toujours pensé que je voulais un fils d'abord,
mais Maddie était tout ce que j'aurais pu désirer. Tyler est né 2 ans plus tard, et j'étais aussi heureux qu'un père puisse l'être. Lindsay était clairement le parent préféré de Tyler, et j'étais celui de Maddie. Cela semblait être l'équilibre parfait. Lindsay me disait souvent qu'elle était heureuse et épanouie avec notre vie, et je la croyais. Nous avons eu nos périodes difficiles, mais elles n'ont jamais duré longtemps. Et je savais à quel point j'étais chanceux. J'avais une femme merveilleuse et 2 enfants extraordinaires. Juste après la naissance de Maddie, on m'a attribué mon propre territoire de vente, et j'étais aux anges. J'y ai pris goût comme un poisson dans l'eau, et en quelques années, je gagnais presque le double de mon salaire de départ. Le succès appelle le succès. Et bientôt, je gagnais plus d'argent que je ne l'avais jamais espéré en commençant chez Medtech. 5 ans plus tard, nous avons pu acheter notre première maison, un petit bungalow. Il nous a bien servi pendant les premières années. Lindsay passait des heures à feuilleter des magazines de décoration intérieure, trouvant les pièces parfaites. Maddie et Tyler ont aidé aussi, mais c'est Lindsay qui a choisi les couleurs et le style général. Je me suis juste tenu en retrait, admirant la façon dont ma famille s'accordait si parfaitement. Nous avons célébré notre 10e anniversaire dans notre maison actuelle à Kettering avec plus de 25 personnes à la fête. J'étais fier de ce que j'avais accompli professionnellement, mais j'étais encore plus fier de ma famille. Mes enfants étaient bien élevés et excellaient à l'école. Ma femme était une mère et une femme au foyer exemplaires. Les 2 grands-parents nous adoraient. Que pouvais-je bien vouloir de plus? Quand Maddie a eu 14 ans et a eu ses premières règles, Lindsay a d'abord été très utile, lui expliquant ce qui se passait et comment gérer cela. Les choses se sont bien passées pendant quelques semaines, puis j'ai remarqué un changement. Maddie ne semblait plus aussi proche de sa mère qu'avant. Ce n'était pas évident, mais pour quelqu'un d'aussi proche de sa fille que moi, c'était perceptible. Je n'ai pas trouvé de raison à ce changement, et en discuter avec Lindsay s'est avéré frustrant. Elle ne voulait pas en parler ni même reconnaître que quoi que ce soit avait changé. Elle a affirmé que c'était mon imagination et l'incapacité d'un homme à comprendre la psychologie féminine. J'étais toujours inquiet, mais comme le reste de la famille ne semblait pas affecté, j'ai laissé tomber. Tyler avait toujours été plus proche de sa mère. Et même si je l'aimais tout autant que j'aimais Maddie, je savais que s'il y avait un problème grave, il se tournait d'abord vers Lindsay. Cela ne me dérangeait absolument pas. Toutes les familles développent ces alliances, et elles doivent être reconnues et respectées. Grâce à mon succès, j'ai continué à gravir les échelons professionnels. Bien que je réalise que la gestion des ventes n'était probablement pas faite pour moi, j'aurais aimé qu'on me propose au moins l'opportunité. J'avais le territoire le plus productif et le plus rentable de notre région, et je me demandais ce qu'il faudrait pour passer au niveau supérieur. Il m'est finalement apparu que pour qu'une telle opportunité se présente, un poste devrait d'abord se libérer. Peu après l'entrée de Maddie au lycée, Lindsay est venue me faire une demande. « Rob, verrais-tu un inconvénient à ce que je reprenne le travail? Je suis mère au foyer depuis 16 ans, et j'ai l'impression de vouloir quelque chose de plus que juste laver, repasser et cuisiner. » Je ne pouvais trouver aucune raison de m'y opposer, mais je lui ai demandé de s'assurer que ce qu'elle choisirait n'interférerait pas avec la vie des enfants ou notre temps en famille. Elle m'a assuré que ce ne serait pas le cas. Après quelques mois de recherche, elle a trouvé un poste de réceptionniste à la First National Bank, la même succursale où elle avait travaillé juste après le lycée. C'était un temps partiel, ce qui nous convenait à tous les deux. Elle devait être là le matin de 8h30 à 12h30, du lundi au vendredi. Comme j'étais souvent en visite commerciale pendant ces heures de toute façon, l'horaire fonctionnait parfaitement. Le salaire n'était pas énorme, mais nous n'en avions pas besoin pour les nécessités. Son revenu supplémentaire pourrait servir pour les vacances ou l'amélioration de la maison. Cela la rendait heureuse et cela me rendait heureux. Notre vie a continué sans heurts pendant encore quelques années. Un soir, Lindsay est rentrée à la maison avec des nouvelles troublantes. « Tu sais quoi, Rob ?» a-t-elle dit, non sans une certaine nervosité. « Quoi donc ? » « Blake Morrison est de retour en ville », a-t-elle dit, observant ma réaction attentivement. « Oh, qu'est-ce qu'il a ramené ? » « Eh bien. Tu sais, son père, Nathan, est un homme d'affaires important ici. Il possède le Morrison Financial Group, et ils ont une participation majoritaire dans notre banque. Blake a été engagé comme nouveau directeur des prêts commerciaux, a-t-elle dit, essayant toujours de paraître désinvolte. « Et qu'est-ce que cela signifie pour toi ?» ai-je demandé, sentant déjà où cela menait. On m'a demandé de. Je veux dire,
ils veulent que je travaille comme son assistante, a-t-elle finalement réussi à dire. Waouh, c'est tout un bond pour une réceptionniste à temps partiel de devenir l'assistante d'un directeur de département en une seule étape. Je ne savais pas que la banque avait un personnel administratif aussi important, ai-je dit, ne prenant pas la peine de cacher le sarcasme dans ma voix. Tu n'es pas très content de ça, n'est-ce pas, a-t-elle observé. Non, je ne le suis pas. Tu es sorti avec Blake Morrison. J'ai joué avec lui. Nous savons tous les deux quel genre de type il est. Il se vantait de toutes ses conquêtes au lycée. Ton nom est-il toujours sur sa liste? C'était un coup bas et je l'ai su dès que les mots sont sortis de ma bouche. C'est terrible. Tu me dis que tu ne me fais pas confiance, a-t-elle exigé. Je devais être prudent ici. Non, je te dis que je ne lui fais pas confiance. Son visage est devenu tout rouge et pour la première fois depuis très longtemps, elle était sincèrement en colère. Rob, retire ce que tu as dit. Tu n'as aucun droit de m'accuser de quoi que ce soit. Je ne t'ai accusé de rien. J'ai dit que nous savons tous les deux quel genre de serpent Blake Morrison est. Cela fait peut-être 25 ans, mais chasser le naturel, il revient au galop. Je me suis assuré qu'elle comprenne. Je ne reculerai pas d'un pouce. Demande-toi juste ceci, ai-je continué. Comment une réceptionniste à temps partiel passe-t-elle d'employé de premier échelon à assistante d'un chef de service en une seule étape? J'aimerais savoir comment cela fonctionne. Parce que j'ai le talent pour ce poste, a-t-elle rétorqué. Blake a dit que j'étais parfaite pour ça. Tu ne penses pas que j'ai les capacités? Je ne sais pas. Je ne travaille pas là-bas. Mais une chose que je sais, c'est que toute cette histoire porte la signature de Blake Morrison. Il est en train de te tendre un piège et tu ferais mieux d'être très prudente. À ce moment-là, je me tenais juste devant elle et elle ne pouvait pas ne pas comprendre mes inquiétudes et mes soupçons concernant les motivations de Blake. Je ne pouvais qu'espérer que mon message passe. Tu es jaloux. Tu ne veux pas que je réussisse parce que ça te fera passer pour un incapable. C'est ça. Tu es jaloux, a-t-elle dit d'un ton désinvolte. La discussion n'avançait à rien et elle n'écoutait pas. J'ai soupiré lourdement, je me suis retourné et je suis descendu à la cave chercher une bière et prendre le temps de réfléchir. Je ne me faisais aucune illusion sur les motivations de Blake Morrison. Il avait vu une femme attirante qu'il pensait pouvoir avoir sans trop d'efforts. Qu'est-ce que ça importait qu'elle soit mariée? Il se souvenait probablement de moi du lycée et ne me considérait pas comme une grande menace. Je garderai un œil attentif sur cette situation. De cela, j'en étais certain. Il a fallu une semaine avant que les choses ne se calment à la maison. Malheureusement, notre dispute avait été entendue par les enfants. Difficile de ne pas entendre quand nous élevions tous les deux la voix. Comme toujours, quand les choses se sont apaisées, Maddie est venue me voir quand nous étions seuls. « Papa, ça va? » ?»« Salut, ma chérie. »« Oui, ça va. » J'ai menti. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre la dispute. « Qui est ce Blake Morrison? » Quelqu'un que ta mère a fréquenté au lycée. C'était notre quarterback et j'ai joué avec lui pendant toute une saison. J'ai essayé de prévenir ta mère. Ce n'est pas quelqu'un de très gentil et il n'a pas beaucoup de respect pour les femmes, dis-je tristement. Je ne pense pas que tu disais à maman ce qu'elle voulait entendre, dit-elle doucement. Non, je ne le pense pas non plus. Elle voit ça comme une grande opportunité et un travail important. Elle passera probablement de temps partiel à temps plein, donc je suppose qu'il y aura des changements dans notre routine. Ce n'est pas grave, papa. Je peux aider avec la cuisine, la lessive et d'autres choses. Elle va probablement gagner beaucoup plus d'argent maintenant, n'est-ce pas? Probablement. Nous n'avons pas encore abordé les détails. Je vais juste devoir attendre et voir. Je posai ma main sur son épaule et la tirai plus près de moi. J'espère que cela ne se transformera pas en une grosse erreur pour ta mère. J'espère juste que tout se passera bien. Comme je l'avais pressenti, c'est devenu un poste à temps plein et le salaire était plus du double de ses revenus précédents. À cet égard, elle était grassement récompensée. Cependant, j'avais des doutes sur le travail réel impliqué. Quand j'ai demandé à l'INSEE ce qu'elle faisait pendant la journée, ses réponses étaient vagues. D'après ce que j'ai pu comprendre, son emploi du temps semblait très désorganisé. Il semblait qu'elle devait être disponible chaque fois que Blake appelait, ce qui pouvait être à tout moment. Au fil du temps, je me suis moins inquiété de son travail quotidien.
Elle partait pour la banque un peu avant 8h30 chaque matin et rentrait peu après 17h le soir. Pas d'heures supplémentaires, pas de mission spéciale, juste du travail de routine. Apparemment, comme ma journée de travail était plus longue que la sienne, et que je ne rentrais souvent pas avant 18h, notre temps en famille était toujours limité aux soirées et aux week-ends, comme avant. Notre vie intime n'avait jamais été ce que j'appellerais passionné. C'était plutôt agréable. Nous étions ensemble généralement quelques fois par semaine, mais c'était assez simple. J'avais essayé d'introduire de la variété au fil des ans, mais Lindsay n'était tout simplement pas intéressée par quoi que ce soit de trop différent. Puisque nous maintenions notre horaire régulier, je ne pouvais pas me plaindre. Après l'arrivée de Blake, j'ai gardé un œil attentif sur tout changement dans notre relation physique, mais il n'y avait rien d'inhabituel. Nous faisions à peu près les mêmes choses que nous avions toujours faites. J'ai toujours essayé de m'entendre avec mes voisins. C'est beaucoup plus facile ainsi. Les Henderson, d'un côté, étaient des personnes âgées tranquilles dont les enfants avaient grandi et étaient partis. Nous étions polis et nous nous aidions mutuellement en cas de besoin, mais autrement, nous n'étions pas particulièrement proches. Les Walsh, qui vivaient de l'autre côté, étaient très différents. Leurs enfants étaient plus jeunes et Maddie les gardait souvent. Pendant nos premières années dans la maison, nous nous sommes très bien entendus avec Kevin et Sarah, organisant souvent des barbecues dans le jardin et des parties de cartes chez les uns et les autres. Kevin travaillait comme comptable dans une grande entreprise de fabrication en ville, et Sarah enseignait à l'école primaire. Un dimanche matin, Kevin tondait sa pelouse, et je suis allé discuter avec lui. « Salut, Kevin, comment ça va ? » « Oh, tu sais, les trucs habituels du week-end. »« Je ne peux pas me plaindre, » a-t-il souri. « Oui, pareil ici. »« Dis, j'ai une question pour toi. » J'ai essayé de paraître désinvolte. « Vas-y. Tu travailles dans une grande entreprise. Le chef de département a-t-il généralement un assistant ? Je veux dire, comme un assistant personnel. Oui. Les grands départements ont généralement quelqu'un pour gérer le travail administratif lorsque le patron est en réunion ou en déplacement. Cet assistant serait-il généralement responsable de bien plus que le classement et les appels téléphoniques ? Il m'a regardé étrangement et puis j'ai vu la compréhension apparaître sur son visage. Son expression est devenue mal à l'aise. Pas habituellement, a-t-il finalement dit. La plupart du vrai travail est géré par d'autres personnes. Je ne le pensais pas non plus, ai-je dit en hochant la tête. Merci, Kevin. Je me suis retourné et j'ai commencé à retourner vers ma maison. Rob, a-t-il appelé. Je me suis arrêté et je me suis retourné alors qu'il s'approchait de moi. Je sais ce que tu penses. J'ai des contacts en ville, y compris à la banque. Laisse-moi voir ce que je peux trouver. D'accord, dit-il à voix basse. Je l'ai regardé pendant ce qui a semblé une longue période, puis j'ai hoché la tête. Encore merci. Je ne suis pas sûr de savoir pourquoi j'ai posé cette question à Kevin. Peut-être avais-je peur de la réponse. Il n'y avait pas eu le moindre indice que quelque chose se passait, mais je suppose que cette pensée me tracassait. Kevin savait où Lindsay travaillait et quel était son poste, mais il n'en avait jamais dit un mot auparavant. Je l'ai pris au dépourvu et il a réagi comme un bon ami devrait le faire. Même si Lindsay ne travaillait plus le samedi matin, j'ai continué à jouer au golf tôt le samedi avec mon groupe habituel. Le samedi suivant, ma conversation avec Kevin était frais et venteux. Mais au moins, il ne pleuvait pas. Aucun de nous n'a particulièrement bien joué. Le vent rendait tout plus difficile et aucun de nous n'était très à l'aise. Nous étions tous heureux de terminer la partie et d'aller au clubhouse. Comme nous le faisions habituellement après le golf, nous nous sommes retrouvés au 19e trou où les gagnants payaient des verres aux perdants. Aujourd'hui, mon partenaire et moi étions les gagnants. En entrant dans le salon, j'ai vu Kevin assis seul à une table près de la télé, sirotant un verre. « Je ne savais pas que tu jouais au golf, » dis-je avec un sourire en m'approchant de lui. « Non. Tu me connais mieux que ça, » rit-il. « Qu'est-ce qui t'amène ici alors ? » « Je voulais te parler en privé, » dit-il soudainement sérieux. J'ai hoché la tête. J'étais presque sûr que c'était ça. « Donne-moi une M. Inut pour régler avec les gagnants et je reviens tout de suite. » Il ne m'a pas fallu longtemps pour payer des verres au gars et expliquer que je devais rencontrer quelqu'un. 5 minutes plus tard, j'étais assis à la table de Kevin. « Alors, je suppose que tu as entendu quelque chose concernant ma récente question, » dis-je en me penchant en arrière dans ma chaise. « Oui. J'aurais aimé que les nouvelles soient meilleures, Rob.
J'aurais vraiment aimé, dit-il tristement, me regardant à peine dans les yeux. Dis-moi tout franchement, Kevin. Je peux le supporter, dis-je avec plus d'assurance que je n'en ressentais. Blake Morrison est probablement le type le plus impopulaire de cette banque. Les gens à qui je parle le considèrent comme un poids mort et complètement inutile. Il passe son temps à énerver tous ceux avec qui il entre en contact. Il fait juste assez de travail réel pour tromper son père quand il vérifie, mais délègue la plupart des tâches au personnel subalterne pendant qu'il se concentre sur son propre agenda. Personne ne veut qu'il gère quoi que ce soit d'important. Il va juste tout gâcher comme il l'a prouvé maintes fois auparavant. Kevin fit une pause et but une gorgée de son verre. Pas de surprise là, dis-je, essayant de rester calme. Alors, où Lindsay s'inscrit-elle là-dedans? Il me regarda avec l'expression la plus douloureuse que j'ai jamais vue sur son visage. Il ne voulait vraiment pas me dire ce qu'il était sur le point de me révéler. Lindsay est assise dans son bureau la plupart de la journée, tapant occasionnellement des lettres et lui apportant du café. Elle s'occupe de quelques classements et appels téléphoniques légitimes pour sauver les apparences. La seule fois où elle bouge vite, c'est quand le vieux monsieur Morrison se présente. Alors elle disparaît rapidement au service des archives ou dans la salle de pause des employés. Tout le monde sait ce qui se passe, mais personne ne veut être celui qui dira à Nathan Morrison que son fils est un incapable. Kevin fit une autre pause. Je pouvais dire qu'il y avait plus. Je suppose que le père Morrison n'est pas au courant de Lindsay et de ses mystérieuses fonctions. Dis-je sèchement. Kevin hocha juste la tête. Puis il fit une pause et je réalisai qu'il y avait plus. Crache le morceau, Kevin. Je ne tirerai pas sur le messager. J'ai promis. Ils déjeunent ensemble environ 2 fois par semaine. Ils partent juste avant midi et ne reviennent qu'entre 14h30 et 15h. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Demandai-je, finalement choqué. Pas depuis qu'elle a commencé là-bas. Cela a commencé quelques mois plus tard. Il fit une autre pause. Un jour, un de leurs agents, seul, les a suivis par curiosité. Ils sont allés au Hampton Inn sur Wilmington Pike. C'est un long chemin pour aller déjeuner, suggérai-je. Rob, Il n'y a pas de restaurant au Hampton Inn, dit-il d'une voix presque inaudible. J'ai senti tout en moi se contracter. J'étais figé, incapable de bouger. J'entendais ma propre respiration haletante tandis que j'essayais de remettre mes idées en place. Même si j'avais soupçonné que cela pouvait arriver, je n'étais pas préparé à la confirmation. Je ne me souviens plus combien de temps il m'a fallu avant de pouvoir formuler une pensée cohérente. Je suis désolé, Rob. Je ne voulais vraiment pas être celui qui devait te dire ça, marmonna-t-il. Je sais, murmurai-je d'une voix rauque. Je ne voulais pas l'entendre non plus. Nous avons pris un autre verre ensemble, et Kevin et moi avons évoqué les bons moments que nos familles avaient partagés. Il y avait eu beaucoup de joyeux souvenirs, mais on avait l'impression que nous disions adieu à quelque chose. Je pense que nous avons tous les deux réalisé que les choses ne seraient plus jamais tout à fait pareilles. Je sentais cette douleur familière dans mon ventre et ça faisait mal. Je suis rentré chez moi lentement, me préparant à voir Lindsay et essayant de comprendre comment j'allais gérer cette révélation. J'avais été étrangement calme avec Kevin, et il me semblait étrange de pouvoir supporter de si terribles nouvelles aussi bien. J'ai essayé d'imaginer n'importe quel scénario qui ferait de leur visite l'après-midi au Hampton autre chose que ce qu'elles étaient manifestement. Mais je savais que je me faisais des illusions. Ce n'est qu'à mi-chemin que j'ai commencé à me mettre en colère. Mon esprit était assailli de 1000 pensées aléatoires et mes émotions étaient en plein désarroi. Mais peu à peu, tout a commencé à se résumer à un fait horrible. Elle m'avait trompé. Elle me trompait depuis des mois, peut-être plus longtemps. J'étais un imbécile. Même si je savais que la possibilité existait, elle m'avait ridiculisé sans ciller. Jour après jour, elle m'avait fait cocu sans ressentir la moindre culpabilité. C'est là que la colère a vraiment commencé à monter. Je me flatte d'être rationnel et de ne pas être sujet aux comportements irréfléchis. Je me suis rangé sur le trottoir à quelques pas. Et de maison de chez moi car je savais que je n'étais pas en état d'entrer chez moi et d'affronter Lindsay. De plus, ce ne serait pas la chose la plus intelligente à faire. Si je pensais que c'était juste une erreur ponctuelle, je pourrais probablement passer outre et nous pourrions avancer. Mais ce n'était pas une erreur. Cela durait apparemment depuis des mois. Pendant tout ce temps, Lindsay avait joué le rôle de l'épouse heureuse et de la mère aimante. C'était une tromperie de la plus haute espèce. Assis dans ma voiture au ralenti,
je décidai que cela appelait également une vengeance de la plus haute espèce. J'agirai aussi normalement que possible, mais le lundi, je commencerai le processus pour mettre fin à la mascarade et obtenir ma vengeance. J'étais déterminé à causer autant de tort que possible à Blake Morrison et Lindsay. Je jouerai selon les règles et dans le respect de la loi, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour les faire tomber tous les deux. Le reste du week-end s'est déroulé avec une politesse exaspérante de ma part. J'étais silencieux, ne laissant pas ma colère et ma frustration déborder sur ma famille. Il y aurait amplement le temps pour cela quand toutes les pièces du puzzle seraient en place. Je comptais les heures jusqu'à lundi matin. Quand lundi est enfin arrivé, je me suis levé plus tôt que d'habitude et j'ai quitté la maison bien avant 7 heures. Je savais que j'avais quelques heures avant de pouvoir commencer à travailler sur mon problème, mais je voulais sortir de la maison le plus tôt possible. Ce matin-là, je savais que mon directeur des ventes, Dan Phillips, était déjà au bureau, et je devais lui parler de prendre du temps pour gérer ma situation personnelle. Notre conversation a duré plus d'une demi-heure. Je pouvais dire qu'il se doutait de ce qui se passait quand j'ai expliqué ce dont j'avais besoin en termes de congé. Heureusement, il a été compréhensif et a accepté de me couvrir. Dan était un homme bien, et j'avais toujours apprécié travailler avec lui. Juste après 9 heures, j'ai appelé David Chin, notre avocat de famille, et lui ai demandé conseil sur une affaire domestique. Je savais que le droit de la famille n'était pas sa spécialité, donc je n'ai pas été surpris quand il m'a recommandé Jennifer. J'avais rencontré Jennifer 1 ou 2 fois lors de réceptions et j'avais entendu dire qu'elle était une excellente avocate spécialisée dans les divorces. Elle ne serait pas bon marché, mais à ce stade, le coût était le cadet de mes soucis. Cet après-midi-là, j'avais rendez-vous avec Jennifer. Je savais que j'allais être en retard, alors j'ai appelé à la maison pour laisser un message. Maddie a répondu au téléphone, ce qui m'a surpris. « Salut, Maddie, qu'est-ce que tu fais à la maison ?»« Journée pédagogique des profs », a-t-elle dit avec une pointe de moquerie. « Tu as déjà remarqué qu'elle tombe toujours un vendredi ou un lundi ?»« Oui, j'ai remarqué. »« Écoute, j'ai un rendez-vous ce soir et je ne serai pas rentré avant 19 heures. » Dis-le à maman. « D'accord, bien sûr. »« Papa, dis, tu vas bien ?» demanda-t-elle avec de la curiosité dans la voix. « Oui, bien sûr. »« Pourquoi tu demandes ? » ?»« Je ne sais pas. Tu n'avais pas l'air dans ton assiette ce week-end. Tu n'étais pas malade ou quoi que ce soit, n'est-ce pas ? » ?»« Non, mentis-je. Il n'y a rien qui ne va pas chez moi. » »« Tu dois avoir une imagination débordante, » ris-je. Nous avons raccroché. Et je me suis demandé si Lindsay avait remarqué mon comportement inhabituel. Elle n'avait rien dit, mais peut-être était-elle prudente, elle aussi. Je devrais faire attention à ça. Je ne voulais pas révéler mes intentions trop tôt. La rencontre avec Jennifer m'a ouvert les yeux à bien des égards. Pour commencer, quelle que soit la raison du divorce, Lindsay obtiendrait la moitié de tout. La maison, les voitures, tout. La seule bonne nouvelle était qu'avec ses revenus actuels, je n'aurais probablement pas à payer de pension alimentaire, surtout si je pouvais prouver l'infidélité. Compte tenu de son comportement imprudent, je doutais avoir beaucoup de mal à obtenir des preuves. Quant aux enfants, je devrais prouver des abus, de la négligence ou d'autres fautes graves pour obtenir la garde. En Ohio, les enfants sont presque toujours attribués à la mère, sauf circonstances extraordinaires. Maddie avait 18 ans et pouvait prendre sa propre décision, mais Tyler n'avait que 16 ans et devrait probablement passer la majeure partie de son temps avec sa mère jusqu'à ses 18 ans, bien que j'aurais des droits de visite réguliers et qu'il pourrait rester avec moi pendant les vacances d'été et les jours fériés. Je me sentais affreux à ce sujet. Mais Jennifer a dit qu'il n'y avait probablement rien que je puisse faire pour changer cela. C'est comme ça que le système fonctionne. Elle a expliqué que c'est là que les choses sont devenues intéressantes. Jennifer a compris mon désir de punir à la fois Lindsay et Blake, et elle a dit qu'elle pouvait m'aider. Puisque Blake était le supérieur de Lindsay, nous pourrions les poursuivre en justice, lui et la banque, en tant que co-défendeurs dans une action civile. En d'autres termes, étant donné que tant de personnes à la banque étaient au courant de leur relation et n'ont rien fait pour l'arrêter ou la signaler, nous pourrions les poursuivre pour une somme d'argent substantielle, basée sur le harcèlement au travail, le manquement aux devoirs fiduciaires et le mépris délibéré de la responsabilité d'entreprise, à savoir le non-respect de la clause de moralité dans les contrats d'employés. Jennifer a dit qu'elle ferait des enquêtes sur la First National Bank et commencerait les formalités pour la procédure de divorce. À ce stade, les motifs de divorce restaient ouverts.
Je pouvais décider de déposer une demande pour différence irréconciliable ou pour adultère. Jennifer a suggéré que puisque leur liaison était si prévisible, il ne serait ni difficile ni coûteux d'obtenir des preuves photographiques pour renforcer l'affaire. Je lui ai dit que j'y réfléchirais. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, une Lindsay joyeuse m'a accueilli, m'informant que le dîner était déjà au four et me versant un verre de vin. J'ai été immédiatement méfiant. Un tel comportement était inhabituel pour elle. Je suis monté à l'étage, j'ai changé de vêtements, je me suis lavé le visage et je suis descendu pour dîner. Quand je me suis assis à table, Lindsay s'est assise aussi, également avec un verre de vin. J'ai une nouvelle intéressante, Rob, a-t-elle commencé avec un large sourire. Oh, j'ai été invité à la conférence bancaire régionale le mois prochain à Cincinnati, a-t-elle dit fièrement. Vraiment? Juste toi, ai-je demandé, connaissant presque la réponse avant même de la poser. Eh bien, non. Blake et Kurt Jenkins de notre département hypothécaire y vont aussi, a-t-elle dit avec une certaine nervosité. Je vois. Et combien de temps dure cette conférence? 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. Je serai de retour dimanche. Là, la nervosité était pleinement évidente. On dirait que tu as hâte, ai-je dit avec un léger sarcasme, mon esprit saisissant déjà l'opportunité que cela représentait. Oui, ce sera ma toute première conférence bancaire. Je suis sûr que j'apprendrai beaucoup, a-t-elle dit, cet enthousiasme joyeux de retour. Oui, je n'en doute pas, ai-je répondu avec un sarcasme à peine dissimulé. Alors que mes émotions commençaient à traiter cette information, j'ai commencé à réaliser que cela pourrait être exactement l'opportunité que je recherchais. Elle s'était pratiquement mise en position d'être prise en flagrant délit. Alors, tu es d'accord pour que j'y aille, demanda-t-elle avec incertitude. Oui, ma chérie. Ça ne me dérange pas. Je te fais confiance. Je sais que tu ne feras rien d'inapproprié, dis-je avec le visage le plus impassible que je pus. J'ai vu son visage rougir juste un instant avant qu'elle ne se lève, ne se penche sur la table et ne m'embrasse. Merci, Rob. J'ai terminé mon repas en silence pendant que Lindsay retournait au salon pour regarder une émission de télévision insignifiante. J'ai trouvé étrange de ne pas être contrarié ou en colère ou quoi que ce soit d'autre. J'étais engourdi. Je venais de donner à ma femme la permission de partir en voyage pendant 3 jours et de s'amuser avec un homme que je méprisais, et je ne ressentais rien. Les jours suivants se sont déroulés assez normalement. J'ai accompli mon travail, mais mon esprit était un fouillis de pensées désordonnées, et je me demandais comment tout cela allait se dérouler. Je n'arrêtais pas de penser à Maddie et Tyler. Que penseraient-ils? Comment réagiraient-ils quand je détruisais leur mère? Me haïraient-ils? Je ne voyais aucun moyen de les protéger de ce que j'étais sur le point de faire, à part tout annuler et laisser Lindsay continuer ce qu'elle faisait. Au fond de moi, je savais que je ne laisserais jamais cela arriver. Le jeudi matin, Jennifer m'a appelé au bureau et m'a demandé de la rencontrer l'après-midi même. Nous avons fixé l'heure à 15h et je suis arrivé en avance. J'ai pris quelques décisions, Jennifer. Quelque chose d'intéressant s'est produit lundi soir. Lindsay m'a dit qu'elle avait été invitée à assister à une conférence bancaire régionale à Cincinnati dans 3 semaines. Cela ne vous surprendra pas d'apprendre qu'elle y ira avec Blake Morrison et un autre gars de leur bureau. J'ai fait une pause, attendant sa réaction. Vous avez raison. Ce n'est pas une surprise du tout. Mes sources me disent que tout était arrangé il y a des semaines. Je suppose qu'elle a finalement trouvé le courage de vous en parler lundi. Oui, lundi. Comment saviez-vous? Ai-je demandé avec un sourire. Eh bien, c'est un secret commercial. Mais disons simplement qu'elle n'est pas aussi intelligente qu'elle le pense. Jennifer a souri. J'ai décidé que nous devrions essayer d'obtenir des photos. Cela nous permettra-t-il de déposer une plainte pour adultère? Oui, absolument. Maintenant, nous savons qu'ils utilisent la même chambre dans le même hôtel à chaque fois. C'est assez stupide de leur part. Mon enquêteur obtient des preuves photographiques cette semaine, et cela devrait suffire à monter notre dossier. Mais ce n'est pas tout, elle a souri. J'ai regardé son expression satisfaite et j'ai attendu d'autres nouvelles. La First National Bank est contrôlée par le groupe financier Morrison, le père de Blake Morrison, Nathan Morrison. Comme vous le savez probablement, il y a une clause de moralité dans chaque contrat d'employé, et cela rendra notre procès supplémentaire beaucoup plus facile. En fait, ce sera une victoire assurée,
dit-elle avec un léger sourire. Combien pensez-vous que nous pouvons raisonnablement leur demander? Ai-je demandé, sentant cette part de vindicte s'éveiller. Eh bien, nous nous contenterons probablement de 300 000 à 500 000, mais nous demanderons beaucoup plus au départ. Dieu sait que Nathan Morrison peut se le permettre, elle a ri. J'aime vraiment l'idée. Je suppose que le seul inconvénient est ce que cela fera aux enfants. Je peux protéger Maddie, mais il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour Tyler, ai-je dit, réalisant soudainement la vitesse à laquelle tout se déroulait. Je sais, et il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet, à moins que nous n'ayons un juge qui estime que la conduite de Lindsay est répréhensible. Nous allons juste devoir vivre avec. Je suis désolé, mais j'aurais aimé qu'il n'en soit pas ainsi, dit-elle avec une sympathie sincère. Très bien, Jennifer. Merci pour ce briefing complet. Je vous ferai savoir quand et où aura lieu cette conférence et dans quel hôtel elle séjournera au cas où votre enquêteur ne pourrait pas le découvrir à l'avance. J'étais épuisé. Tout ce désordre m'avait vidé de toute mon énergie. Je voulais rentrer chez moi et dormir pendant une semaine, espérant que tout serait terminé à mon réveil. Bien sûr, je savais que ce ne serait pas le cas. Il y avait encore un long chemin à parcourir. J'ai réussi à traverser les 3 semaines suivantes sans éveiller les soupçons de Lindsay. Peut-être qu'elle ne prêtait pas une attention particulière. Ou peut-être était-elle simplement si confiante en elle-même qu'elle ne s'en inquiétait pas. À la veille de son départ, elle avait fait ses valises et placé sa valise et son sac de voyage près de la porte d'entrée, prête à partir le matin. Elle n'avait aucune idée de ce que ce week-end lui réservait. Quand je me suis levé jeudi matin à mon heure habituelle, Lindsay était déjà réveillée et prenait son petit déjeuner. Elle était manifestement pressée de partir, arpentant nerveusement la cuisine. « Tu es levé tôt ?» ai-je observé. « Oui, je voulais juste m'assurer que tout était réglé avant de partir. Je ne veux pas me presser à la dernière minute. » « Ne t'inquiète pas, Maddie s'occupera du ménage et j'aiderai le week-end. Je suppose que tu seras à la maison dimanche matin. Je ne suis pas sûr si ce sera le matin ou l'après-midi. Nous devrons voir comment se déroule la conférence. C'est la voiture de Blake, donc je devrais suivre son emploi du temps, dit-elle avec hésitation. Elle a évité de me regarder directement. Elle savait ce qu'elle comptait faire, mais elle ne pouvait pas me regarder dans les yeux et l'admettre, même à elle-même. Amuse-toi bien et sois sage, ai-je dit sans aucune trace de sarcasme. Elle m'a jeté un bref regard, puis a poursuivi son activité nerveuse dans la cuisine. Je ne me souvenais pas l'avoir jamais vue aussi tendue. Peut-être a-t-elle senti le changement dans mon attitude et avait-elle peur que je reconnaisse ou suspecte quelque chose. Impossible de le dire. J'ai fini mon café, l'ai embrassé légèrement sur la joue et suis parti travailler. Toute la journée, je me suis demandé si elle pensait que je savais quelque chose. Cela pourrait gâcher ma surprise, et cela me contrarierait. Vraiment. Je n'avais pas dit à Jennifer ou à qui que ce soit d'autre ce que je comptais faire tôt dimanche matin. En arrivant au bureau vendredi matin, j'ai appelé Jennifer et elle a rapidement décroché. « Jennifer, pouvez-vous confirmer que nous avons des photos de Blake et Lindsay ensemble ? » « Oui, nous les avons, mais je ne pense pas que vous voudrez les voir. Peut-être après que tout cela sera terminé, mais pour l'instant, laissez-nous nous en occuper, d'accord ?» Sa voix était étouffée, et je pouvais dire à son ton qu'elle n'était pas à l'aise avec le sujet. Je devais supposer que les photos allaient être assez accablantes. La seule bonne nouvelle était qu'il n'importait plus que mon petit coup de théâtre de dimanche matin fonctionne ou non. Le dossier était maintenant inattaquable. Tous les papiers de divorce sont-ils prêts ? Oui, nous pouvons les signifier dès que vous donnez le signal. J'ai une petite surprise prévue pour elle dimanche matin. Donc, je pense que nous pouvons les lui signifier chez ses parents. TS lundi matin. Puis-je vous le confirmer dimanche ? Oui. Mais Rob, tu ne vas rien faire de stupide, n'est-ce pas ? Il y avait de l'inquiétude dans sa voix. Non, absolument pas. Je ne ferai rien pour gâcher ça. Je promets. J'espérais que ma déclaration était rassurante. Bien. Je suis contente de l'entendre. Prends soin de toi, Rob. Je sais que ce sont des moments difficiles, mais ils passeront et tu avanceras. Je sais que tu le feras, dit-elle sincèrement. Jennifer, je n'aurais pas pu faire ça sans votre aide. La seule chose qui est encore difficile, c'est d'expliquer aux enfants demain ce qui se passe. Je n'ai pas hâte de faire ça. Je suis sûr que non. Bonne chance. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi ou David.
d'accord. Merci, dis-je doucement, raccrochant le téléphone. J'ai pensé à parler aux enfants ce soir-là, mais j'ai changé d'avis. L'un d'eux pourrait décider d'appeler leur mère et de la prévenir. Je voulais minimiser ce risque. Lindsay a appelé vers 20h ce soir-là et sa voix était très joyeuse. Elle appréciait la conférence et les différents séminaires. Elle avait une belle chambre et le restaurant de l'hôtel servait une excellente cuisine. Elle m'a parlé brièvement mais a passé plus de temps au téléphone avec Maddie et Tyler. Elle m'a donné son numéro de chambre, le 1247, avant de raccrocher. Quand les enfants sont allés se coucher à leur heure habituelle, vers 22h, j'ai attendu d'être sûr qu'ils dormaient, puis j'ai appelé l'hôtel et j'ai demandé la chambre 1247. Si Lindsay répondait, je lui dirais simplement bonne nuit et quelque chose de gentil. Le téléphone a sonné au moins 7 ou 8 fois, mais personne n'a répondu. J'ai raccroché. Lindsay a rappelé vendredi soir, de nouveau vers la même heure. Nous avons eu une brève conversation, puis elle a parlé à Maddie et Tyler. Sa voix semblait différente. Peut-être l'excitation de la conférence était-elle retombée ou peut-être avait-elle autre chose en tête. Samedi, elle a appelé tôt, juste avant 6h. Heureusement, nous étions tous à la maison une fois de plus. Notre conversation a été courte et impersonnelle. Elle allait dîner avec un grand groupe, selon elle, et ne rentrerait pas avant tard. Je n'étais pas mécontent. J'étais soulagé quand Maddie, Tyler et moi nous sommes assis pour dîner samedi soir. La table était inhabituellement silencieuse. Nous semblions tous perdus dans nos propres pensées. Finalement, j'ai réalisé que je ne pouvais plus repousser le moment. Nous avons débarrassé la table, chargé le lave-vaisselle, et je me suis tourné vers eux deux. Les enfants, j'ai besoin de vous parler de quelque chose. Maddie et Tyler m'ont regardé, et j'ai senti qu'ils devinaient déjà de quoi il s'agissait. Il n'y a pas de façon facile de dire ça, alors je vais juste vous dire ce qui va se passer. J'ai plongé la main dans ma poche et j'en ai sorti 2 clés de maison neuves et brillantes. Ce sont vos nouvelles clés de cette maison. Les seules personnes qui les ont sont vous et moi. Votre mère ne reviendra pas vivre dans notre maison. Maddie a halté. Les yeux de Tyler se sont écarquillés et sa bouche s'est ouverte. Depuis plusieurs mois, votre mère a une liaison avec son patron, Blake Morrison. Elle m'a trahi, vous, et ses vœux de mariage. Je ne peux plus vivre avec elle, et je ne la laisserai pas revenir dans cette maison. J'ai fait une pause, les laissant assimiler cela. Oh, papa. Oh non, a crié Maddie. Pourquoi a-t-elle fait ça? Je ne sais pas, ma chérie, mais pour être tout à fait honnête, ce n'est pas le plus important en ce moment. Je sais que cela va vous faire du mal à tous les deux, et il n'y a rien que je puisse faire pour l'empêcher. Elle est avec Monsieur Morrison au moins 2 fois par semaine depuis plusieurs mois maintenant. Cela fait plus de 100 fois. Ma colère commençait à se manifester, et j'ai vu Tyler grimacer légèrement. Cette conférence à laquelle elle assiste, ce n'est rien de plus qu'une histoire de couverture pour qu'ils puissent être ensemble le week-end. Eh bien, il ne trompe personne, ai-je dit amèrement. Papa, que va-t-il se passer? A demandé Tyler, toujours choqué par ce que je venais de lui dire. J'ai demandé le divorce, et les documents seront signifiés à votre mère dès qu'elle reviendra en ville. Il y aura les autres problèmes juridiques avec Monsieur Morrison, mais vous n'avez pas à vous en soucier pour l'instant. Je vous tiendrai au courant à mesure qu'ils évoluent. Je fis une nouvelle pause, leur laissant le temps d'assimiler cette information. Ça veut dire que je ne verrai plus jamais maman, demanda Tyler, au bord des larmes. Non, je ne te ferai jamais ça, mon grand. Je sais à quel point elle est importante pour toi, et je ne t'enlèverai jamais ça. Tu vivras probablement avec elle la plupart du temps jusqu'à tes 18 ans. Ensuite, comme Maddie, tu pourras nous voir tous les deux quand tu voudras. Maddie, tu as 18 ans et tu peux légalement décider où tu veux vivre. Puisque tu termines. N'est-ce ton année de terminale, tu peux rester ici et continuer à aller au lycée de Centerville, ou tu peux déménager avec ta mère et changer d'école. Ce sera ton choix, dis-je en regardant les yeux tristes de ma fille. C'est nul, papa. Ça déchire la famille. C'est nul, dit-elle à travers ses larmes. Oui, je sais. Malheureusement, ce sont les tribunaux qui prennent ces décisions, pas moi. J'y ai longuement réfléchi. Je suppose que je pourrais tout dire à votre mère et essayer de passer à autre chose dans ma vie, mais je ne pouvais pas faire ça. Je dois admettre que je suis très en colère contre votre mère.
Elle nous a menti à tous. Je ne pense pas que je pourrais simplement tendre l'autre joue. Tyler se retourna, monta doucement à sa chambre et ferma la porte derrière lui. Il est sous le choc, pensai-je. J'irai le voir et m'assiérai avec lui dans un petit moment, après qu'il aura eu le temps de digérer ce qui va se passer. Je me tournai vers Maddie, et elle me regarda avec une telle tristesse, puis s'avança vers moi et me serra fort dans ses bras. Je suis tellement désolé, papa. Je sais à quel point ça fait mal. Je n'arrive pas à croire qu'elle ait pu refaire ça, dit-elle en commençant à pleurer. Je reculai la tête et fixai à nouveau ma fille. Maddie hocha la tête, baissant les yeux. Dis-moi, s'il te plaît, dis-je doucement. C'était il y a 4 ans. Je venais d'avoir 14 ans et j'ai commencé à avoir mes règles. J'avais des problèmes de crampes. Un matin à l'école, j'ai commencé à avoir de très fortes crampes. Alors, je suis allé à l'infirmerie. Elle m'a renvoyé chez moi avec un mot expliquant ce dont j'avais besoin. Maddie prit une inspiration tremblante. Quand je suis entré dans la maison, elle et Monsieur Peterson, d'en bas de la rue, étaient sur le canapé ensemble. J'ai dû crier et courir dans ma chambre à l'étage. Je les ai entendus parler et bouger, puis la porte d'entrée a claqué. Quelques minutes plus tard, maman est venue dans ma chambre. À ce moment-là, Maddie s'effondra complètement, les larmes coulant à flots. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je devais être patient et laisser Maddie me raconter à sa manière. Maman a dit que si je te le disais, à toi ou à quelqu'un d'autre, tu la quitterais et je ne te reverrais plus jamais. Elle a dit, les tribunaux donnent toujours la garde aux mères, et tu serais tellement en colère contre elle que tu déménagerais probablement, et je ne te verrais plus du tout. Elle leva les yeux vers moi et secoua la tête. J'avais peur, papa. Je l'ai cru. Je ne pouvais pas te perdre. Ni à ce moment-là, ni jamais. Tu as promis à maman de ne le dire à personne sauf à Tyler. Je l'ai dit à Tyler environ un mois après que c'est arrivé. Tyler a dit qu'elle agissait bizarrement et il a remarqué que maman et moi nous évitions un peu. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Comment a-t-il réagi, demandai-je. C'est la chose étrange. C'était presque comme si ce n'était pas une grande surprise, ou peut-être qu'il avait soupçonné quelque chose. J'étais sûr qu'il penserait que je mentais, mais il n'a rien dit du tout. Il a juste hoché la tête et gardé ça pour lui. Je la serrai à nouveau contre moi. Cette femme manipulatrice avait utilisé l'amour de Maddie pour moi contre elle, la faisant chanter pour qu'elle garde le silence. Donc Blake Morrison n'était pas le premier, et il n'était pas le seul. Je commençais à me demander combien d'autres il y avait pu y avoir. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avait-elle réussi à faire tout ça sans que je me doute de quoi que ce soit? Avais-je été si inconscient au point de ne pas remarquer ce qui se passait sous mon nez? Ou était-elle simplement plus intelligente que je ne l'avais cru? Maddie, je ne sais pas quoi dire, sauf que je t'aime, et que je ferai tout en mon pouvoir pour être un bon père. Quoi qu'il arrive, tu es assez grande pour prendre tes propres décisions, et je veux que tu saches que quoi que tu décides, je te soutiendrai, et ça ne changera pas mon amour pour toi d'un iota. Merci, papa. Je le sais, et je sais que je veux être ici avec toi. Tu as besoin de quelqu'un, et je crois que tu es coincé avec moi. Elle sourit à travers ses larmes, et nous nous sommes à nouveau serrés dans les bras. Je crois que je ferais mieux de monter parler à Tyler. Je suis sûr que c'est très difficile pour lui de gérer ça. Tu as dit que tu lui avais parlé de Monsieur Peterson. Oui, environ un mois après que c'est arrivé, Tyler a dit qu'elle agissait bizarrement et il a remarqué que maman et moi nous évitions un peu. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Comment a-t-il réagi, demandai-je. C'est la chose étrange. C'était comme si ce n'était pas une grande surprise, ou peut-être qu'il avait soupçonné quelque chose. J'étais sûr qu'il penserait que je mentais, mais il n'a rien dit du tout. Il a juste hoché la tête et gardé ça pour lui. J'acquiesçai et me levai, me dirigea. NT vers les escaliers. Dans la chambre de Tyler, je frappai doucement, puis tournai la poignée et poussai délicatement la porte. Tyler était assis sur son lit, regardant par la fenêtre avec des yeux éteints. Il lui fallut quelques secondes pour me remarquer, mais il ne dit toujours rien. Je suis désolé, Tyler. Tu sais, je ne te ferais pas de mal si je pouvais l'éviter. J'espère que tu comprends que je ne pouvais pas laisser les choses telles qu'elles étaient, dis-je doucement. Il hocha la tête et se tourna vers moi. Je suis désolé aussi, papa. Maman a vraiment fait du mal à beaucoup de gens, n'est-ce pas, dit-il dans un murmure à peine audible.
Oui. Je ne sais pas ce qu'il va advenir de tout ça. Mais je suis sûr que tes grands-parents vont être très en colère contre elle aussi. Pourquoi, papa? Pourquoi? Je n'en ai aucune idée, mon grand. Elle ne m'a jamais, pas une seule fois, fait allusion qu'elle était malheureuse ou insatisfaite de sa vie. Pas le moindre indice. Je la déteste, dit-il soudainement. Non, non, ne fais pas ça, Tyler. Elle t'aime. Tu peux en être sûr. Il y a autre chose, quelque chose que je ne comprends pas. Peut-être qu'elle ne le comprend pas non plus. Mais ne laisse pas ta colère te ronger. Je sais que tu l'aimes. Peut-être qu'avec le temps tu pourras lui pardonner. Je sais qu'elle ne voudrait jamais te faire de mal, à toi ou à Maddie. Jamais, dis-je aussi positivement que possible. Il se tourna de nouveau vers moi avec ce regard dévasté. Je posai ma main sur son épaule pour le rassurer. Après quelques minutes, je me levai et quittai sa chambre, refermant la porte derrière moi. Le dimanche matin, tout l'enfer se déchaîna. Lindsay essaya d'appeler à la maison, mais Maddie, Tyler et moi étions déjà partis prendre le petit déjeuner. Nous n'avions peut-être pas beaucoup d'appétit, mais nous avions besoin de sortir de la maison. J'ai aussi éteint mon téléphone portable et j'ai demandé à Maddie de faire de même avec le sien. Je ne voulais pas que Lindsay nous harcèle pour quelque chose de trivial. J'ai dit aux enfants ce que j'avais fait concernant l'appel téléphonique du matin, et Maddie a ri. Tyler a souri, et j'ai réalisé qu'ils approuvaient tous les deux. Pourquoi ne me sentais-je pas mieux alors? Après le petit déjeuner, nous sommes allés au parc au bord de la rivière et nous avons tous les trois fait une promenade. Je pense que d'une étrange manière, nous nous sentions tous mieux. C'était peut-être parce que toute la tension et l'anticipation de ce qui allait arriver avaient enfin été relâchées. Maddie et Tyler savaient ce qui allait se passer ensuite, et ils savaient quand ça allait se passer. J'avais toujours une boule au ventre qui ne voulait pas disparaître. Je commençais un processus qui se terminerait par la dissolution de mon mariage et la rupture de ma famille. Je devais encore parler à mes parents, mais c'était l'une des deux choses importantes que je devais faire aujourd'hui. L'autre, bien sûr, était d'appeler Jennifer et de lui dire ce que j'avais fait. J'appréhendais de parler à Charles et Ruth Crawford, les parents de Lindsay. Nous nous étions rapprochés au fil des ans, et ils adoraient leurs petits-enfants. Je n'étais pas sûr de la façon dont ils réagiraient à la nouvelle ou de quel côté ils se rangeraient. J'ai décidé de laisser ça en suspens jusqu'à ce que Lindsay puisse décider elle-même où elle devait vivre. Je me doutais qu'elle irait se réfugier chez eux. J'ai d'abord appelé Jennifer. Je lui ai raconté mon petit coup de théâtre et elle a ri de mon audace. Ça, c'est quelque chose dont je ne voudrais jamais être la cible, gloussa-t-elle. J'espère que tu t'es bien amusé, Rob. Pas vraiment. Une vengeance bon marché, je suppose. Mais maintenant elle sait, et elle connaît certaines des conséquences, dis-je, notant la colère dans ma voix. Et les enfants, Rob? Je leur ai parlé hier soir et je pense que nous sommes stables. Ils ne sont pas très heureux, comme tu peux l'imaginer, mais ils comprennent ce qui se passe et je pense que nous devrons juste attendre de voir quels seront les effets à long terme sur eux, dis-je, mais j'ai une autre surprise. Quoi? Jennifer parut confuse un instant. Maddie m'a dit qu'il y a environ 4 ans, elle a surpris sa mère avec un autre homme. Lindsay a menacé Maddie. Elle lui a dit que si elle me disait quoi que ce soit, je la quitterais, elle obtiendrait la garde, et les enfants ne me reverraient plus jamais. Elle a fait chanter une enfant de 14 ans pour qu'elle se taise. Mon Dieu, comment a-t-elle pu faire ça? Demanda Jennifer, stupéfaite. Je croyais la connaître. Je me suis trompé. Je ne la connais pas du tout. C'est juste une personne dégoûtante, dis-je, plus avec regret qu'avec colère. Jennifer devait se demander quoi faire de cette nouvelle information. Après quelques minutes de silence, elle reprit la parole. Reste proche de Maddie et Tyler, Rob. Ils ont besoin que tu sois là pour eux. Ça va être l'enfer pour eux pendant un certain temps. Sois là pour eux. Merci encore pour toute ton aide, Jennifer. Dès que je saurai où Lindsay se retrouve, je te le ferai savoir et tu pourras lui signifier les papiers. Nous raccrochâmes, et je fermai mon téléphone portable. Il serait beaucoup plus difficile d'appeler mes parents. La conversation. Ma conversation avec mes parents fut heureusement brève. J'ai décrit la situation et leur première réaction fut de s'inquiéter pour Maddie et Tyler. Je leur ai parlé de mes conversations avec les enfants la nuit précédente et de la façon dont ils semblaient gérer les choses aujourd'hui.
Cela a semblé rassurer maman et papa, et ils ont dit qu'ils nous parleraient plus tard, quand les choses se seraient calmées. Je me suis demandé quand cela aurait lieu. J'ai éteint le téléphone à nouveau, il n'arrêtait pas de biper, indiquant des appels en attente, et j'étais presque sûr qu'il venait de l'INSEE. Elle n'était pas sur ma liste de personnes à qui parler aujourd'hui. Maddie, Tyler et moi nous sommes assis sur un banc de pique-nique dans le parc, et j'ai expliqué que je ne voulais pas être près de notre maison pendant les prochaines heures. Je m'attendais à ce que leur mère rentre à la maison en catastrophe, essaie d'entrer, découvre que sa clé était inutile, et fasse probablement toute une scène. J'ai suggéré que nous sortions de la ville et que nous y restions jusqu'à un dîner tardif, puis que nous rentrions à la maison. Ils ont accepté et nous avons discuté d'où nous pourrions aller. Il y avait une foire agricole dans une petite ville à environ 30 miles au sud et nous avons décidé d'aller voir de quoi il s'agissait. La foire s'est avérée très amusante. Nous avons mangé des hot-dogs et des beignets, fait quelques attractions, et avons généralement profité d'une bonne vieille foire de campagne. Cela nous a permis de nous vider la tête de nos problèmes et de penser à autre chose pour changer. Nous ne sommes rentrés à Dayton que vers 19 h et nous nous sommes arrêtés dans un bon restaurant pour dîner. Nous savions que tôt ou tard, nous devrions faire face aux changements qui allaient survenir dans nos vies. Mais pour ce dernier jour, nous pouvions tout oublier et trouver un peu de paix. Quand nous sommes rentrés à la maison, il était presque 21 h. L'INSEE était introuvable et la maison était sombre. Je me suis garé dans le garage et nous sommes entrés, allumant les lumières au fur et à mesure. Rien n'avait changé depuis notre départ pour le petit déjeuner ce matin-là. Les enfants sont allés dans leur chambre pour se préparer à dormir. J'ai allumé la télévision, mais il n'y avait rien d'intéressant, alors je suis allé me coucher aussi. Ce fut une nuit agitée. Je ne savais pas ce que demain apporterait. Je savais que mon coup de fil et la signification des papiers du divorce auraient des conséquences. Ce n'était qu'une question de temps. J'ai rebranché tous les téléphones en me levant le lundi matin. Je ne m'attendais pas à avoir des nouvelles de l'INSEE si tôt, mais je me suis trompé. Presque aussitôt, le téléphone a sonné. Nous n'avions pas d'afficheur, donc je n'avais aucune idée de qui pouvait appeler si tôt. J'ai décidé de tenter ma chance. Allô, dis-je avec prudence. Rob, s'il te plaît, il faut qu'on parle. C'était l'INSEE, bien sûr. De quoi y a-t-il à parler, demandai-je à voix basse, en essayant de ne pas réveiller les enfants. Oh mon Dieu, Rob, laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois, plaida-t-elle. C'est la deuxième fois que tu dis ça. Que penses-tu que je pense, la défiai-je. Ce n'était pas une relation. C'était juste une stupide erreur. Ne gâche pas notre mariage à cause d'une stupide erreur, supplia-t-elle. Tu dois me prendre pour la personne la plus stupide de la planète, l'INSEE. Je sais pertinemment que tu t'amuses avec Blake Morrison depuis des mois, peut-être plus longtemps. Et maintenant, je sais que Peterson était aussi un de tes compagnons de jeu. Nous avons des photos et toutes les preuves dont nous avons besoin. Ça ne va pas être joli, l'INSEE. Et tu n'as personne d'autre à blâmer que toi-même. Je te le promets, ça va être moche. Sur ces mots, j'ai raccroché et débranché le téléphone. Je suis arrivé au travail et j'ai informé Dan Phillips que je divorçais de ma femme et que si elle appelait, j'apprécierais qu'il ne transfère pas l'appel. Il a accepté et est immédiatement allé voir Gloria au standard pour l'informer de ma demande. Je suis retourné à mon bureau et j'ai essayé de m'enfouir dans les papiers sur mon bureau. Tout se passait bien jusqu'à environ 11 h quand le téléphone a sonné. C'était Charles Crawford, mon beau-père. Bonjour, Charles. Je peux deviner pourquoi tu appelles. Je m'excuse de ne pas vous avoir prévenu, Ruth et toi, à l'avance, dis-je préventivement. Je crois que je comprends, mais j'aimerais l'entendre de ta bouche, Rob. Tu as toujours été honnête avec moi. Alors, dis-moi ce qui s'est passé, bordel, demanda-t-il d'un ton de reproche. Je lui ai parlé de mes avertissements à l'INSEE concernant Blake Morrison, de ce que j'avais appris sur sa liaison avec lui, et de son implication précédente avec Peterson. Quand j'ai terminé la version condensée de ses activités, il y eut un long silence au bout du fil. Mon Dieu, dit-il finalement lentement et doucement. Je n'avais aucune idée qu'elle était capable d'une telle chose. Es-tu absolument sûr de ça, Rob, demanda-t-il, espérant une lueur de doute. Je suis vraiment désolé, Charles. J'ai bien peur non seulement d'en être sûr, mais nous avons aussi des preuves photographiques, dis-je, ayant de la peine pour cet homme honnête. Il méritait mieux de la part de sa fille. Elle reste ici pour l'instant. Rob,
as-tu l'intention d'engager une procédure de divorce? Oui, tous les papiers sont prêts. Elle sera signifiée soit au travail, soit. Eh bien, je suis désolé, mais cela pourrait se passer chez vous. Je comprends. Je ne te cache pas que cela va faire du mal non seulement à elle, mais aussi à sa mère. Je sais que ce n'est pas ta faute, mais bon, ce n'est pas grave. J'espère que nous pourrons toujours voir les petits-enfants. Rob, termina-t-il avec espoir. Bien sûr, il ne s'agit pas de vous, ni de toi ni de Ruth, Charles. Je ne ferai jamais ça à vous aux enfants. Vous êtes toujours les bienvenus ici, dis-je sincèrement. Merci, Rob. Je suis désolé, mais merci, dit-il tristement et raccrocha. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'étais émotionnellement épuisé. Je m'attendais à ce qu'il y ait d'autres moments comme celui-ci dans les semaines et les mois à venir. Je devais m'y préparer. J'ai appris que Lindsay était allé travailler ce matin-là et, étonnamment, n'avait pas encore perdu son emploi. Blake Morrison n'avait aucune idée que tout cela allait lui tomber dessus et avait apparemment décidé de laisser les choses suivre leur cours. Quand Jennifer a confirmé que ma femme était au travail à l'heure, elle a envoyé un huissier. À peine Lindsay avait-elle bu son café du matin que les papiers du divorce étaient entre ses mains. Selon des témoins, elle s'est effondrée immédiatement et a couru hors du bâtiment. Je pensais qu'elle irait chez ses parents, mais ce n'était pas le plus intéressant. Peu de temps après, Blake Morrison et Nathan Morrison ont reçu des documents judiciaires indiquant mon intention de les poursuivre en justice pour dommages et intérêts, basés sur le harcèlement au travail, l'abus d'autorité et le mépris délibéré de la responsabilité d'entreprise, à savoir le non-respect de la clause de moralité dans les contrats d'employés. Les dommages-intérêts demandés incluaient des dommages punitifs et compensatoires d'un montant de 5 millions de dollars. Que le spectacle commence. Reconstituant les événements bien plus tard. J'ai appris que Nathan Morrison avait eu une confrontation avec son fils Blake et l'avait essentiellement renié. Fini les postes confortables, fini les sauvetages des situations avec des maris en colère. Et s'il ne se reprenait pas en main, plus d'héritage. Nathan avait gâté son fils pendant plus de 25 ans et était finalement à bout. Tôt ou tard, cet adolescent gâté et adulte devait se débrouiller seul. Blake a fait ce qui était entièrement prévisible. Il est sorti et s'est saoulé. Ayant été renvoyé de la banque, il n'avait nulle part où aller, à part son appartement du centre-ville. Il a disparu dans cette caverne pendant des jours. Follement, Lindsay avait décidé de contester le divorce jusqu'à ce que Jennifer fournisse à son avocat les preuves que nous avions, y compris des photographies apparemment assez explicites. Cela a suffi à lui couper l'envie de se battre. Jennifer ferait de son mieux pour limiter mon exposition financière. Mais dans le pire des cas, Lindsay obtiendrait toujours la moitié de tout, une récompense pour son infidélité. La semaine passa avec une lenteur exaspérante. Je suis allé au travail, mais je ne pouvais pas faire semblant d'être efficace. Dan était très compréhensif et patient, mais je savais que cela ne pouvait pas durer éternellement. Je devais commencer à penser à mon avenir en tant qu'homme célibataire et parent seul. C'était une perspective effrayante. Le samedi, je tondais la pelouse dans mon jardin quand j'ai entendu du bruit dans l'allée. Une portière de voiture qui claque, suivie quelques secondes plus tard par quelqu'un qui frappait à ma porte d'entrée. Ni Maddie ni Tyler n'étaient à la maison, alors j'ai contourné la maison et me suis retrouvé face à face avec Blake Morrison. Il avait l'air d'avoir été traîné derrière un pick-up sur plusieurs kilomètres. Il était un désastre complet, mais un seul regard sur son visage m'a dit que ça n'allait pas bien finir. C'est la dernière chose dont je me suis souvenu avant que son gros poing droit ne frappe ma mâchoire. La chose suivante dont je me souviens, c'est de m'être réveillé à l'hôpital. Je ne me suis pas vraiment réveillé, mais j'ai plutôt commencé à avoir de brefs moments de conscience. J'étais allongé sur le dos, ressentant une douleur sourde et lancinante de la tête à l'aine. Apparemment, il m'a fallu plus de 24 heures pour reprendre pleinement conscience. J'allais et venais, ne saisissant que des fragments de l'ici et maintenant. À un moment donné, j'ai réalisé que quelqu'un était assis à côté de moi. J'ai senti une main, mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux, ou du moins je ne le voulais pas. Il ressemblait à 2 billes roulant au fond d'une boîte de conserve. J'ai entendu une voix familière, mais je ne pouvais pas la relier à ma mémoire pour savoir qui cela pouvait être. J'ai essayé de me souvenir de ce qui avait pu m'amener à cet endroit, et finalement j'ai revu le visage de Blake Morrison et puis son poing. Un jour ou deux plus tard, j'ai découvert que ma mère et Maddie avaient été à mon chevet presque tout le temps que j'étais aux soins intensifs. J'ai essayé de leur sourire, mais ça faisait mal.
Et j'espérais qu'elle se rendrait compte à quel point j'étais reconnaissant de les avoir là. Je crois avoir entendu Mad. On m'a dit que Tyler venait après l'école. Et j'ai essayé de sourire à nouveau. Rien que d'y penser était douloureux. Il a fallu plus d'une semaine avant que je sois suffisamment lucide pour parler à mon médecin. Il a commencé par le commencement. J'avais une commotion cérébrale pour avoir heurté le cadre en bois de la porte de garage lorsque Blake m'a frappé. J'avais une épaule droite luxée et de graves ecchymoses au haut du bras droit. J'avais 3, peut-être 4 côtes cassées. J'avais de graves contusions aux reins et des blessures internes encore pires. Mes organes reproducteurs étaient très enflés, et on craignait des dommages permanents. Enfin, on m'avait retiré la rate lorsqu'ils ont découvert qu'elle avait rompu. Mes blessures étaient le résultat d'un seul coup de poing d'un Blake Morrison enragé, suivi de coups de pied systématiques alors que j'étais inconscient au sol. Ce qui m'a sauvé, c'est que Sarah Walsh, qui avait été témoin de la majeure partie de l'agression depuis la fenêtre de sa cuisine, a hurlé à plein poumon, ce qui a fait lever les yeux à Blake et lui a fait réaliser qu'il était observé. Il s'est précipité vers sa voiture, a reculé de notre allée et s'est éloigné à toute vitesse, laissant des traces de pneus sur tout le pâté de maison. Sarah a été assez intelligente pour appeler le 911, et c'est ainsi que je me suis retrouvé à l'hôpital. Blake Morrison a été identifié par Sarah et un autre voisin qui a reconnu son numéro de plaque d'immatriculation alors qu'il fonçait dans notre rue, manquant de peu de percuter une mère poussant une poussette. Il n'y a pas beaucoup de BMW décapotables bleu foncé dans notre quartier. Et quelques heures plus tard, Blake a été arrêté en sortant d'un bar, conduisant en état d'ivresse. En plus de ses autres problèmes, il a été inculpé pour conduite en état d'ivresse et résistance à l'arrestation. Il ne savait tout simplement pas quand s'arrêter. Quand ils l'ont jeté dans une cellule, ils l'ont lié à la plainte pour agression déposée par Sarah Walsh et à mon admission à l'hôpital. Après avoir interrogé Sarah, ils ont inculpé Blake Morrison d'agression aggravée, d'agression avec intention de causer de graves lésions corporelles et d'intrusion criminelle. Il était dans de beaux draps, et ça ne pouvait pas arriver à un type plus méritant. Quand il a appelé son père depuis la prison, Nathan Morrison n'a pas voulu prendre l'appel. J'aurais aimé être là pour ça, mais j'étais inconscient et sur la table d'opération pour me faire retirer la rate. 2 jours après avoir commencé à avoir des moments de lucidité constants, un policier est venu me voir et m'a demandé mon témoignage. Je lui ai raconté tout ce dont je me souvenais, ce qui n'était pas grand-chose. Un visage tordu de rage et un gros poing. Il m'a demandé ce qui aurait pu motiver l'attaque et je lui ai parlé de l'affaire de Blake avec ma femme, du divorce et des poursuites judiciaires. Il a hoché la tête à plusieurs reprises, m'a remercié et est parti. Le jugement de divorce et de partage des biens n'a pas été particulièrement favorable à Lindsay. J'ai fini par lui racheter sa part de la maison. On lui a accordé le strict minimum et aucune pension alimentaire, ainsi qu'une sévère réprimande du juge concernant sa contribution à mes blessures. Nathan Morrison a renvoyé Blake et Lindsay. Elle cherchait du travail lorsque notre divorce est devenu définitif. Sa réputation était sulfureuse dans certains milieux, et je doutais qu'elle puisse retrouver un emploi décent à Dayton. Tyler vit avec Lindsay maintenant, mais Maddie m'a dit que leur relation n'était plus ce qu'elle était. Je vois Tyler un week-end sur 2. Nous avons eu un peu de répit de la part du juge sur ce point. Il semble aller mieux, mais ce n'est plus le même enfant que je me souviens des. Tant meilleur. Maddie est toujours Maddie. C'est ma fille et elle s'assure que je gère tout. Elle gère le ménage, surveille mon régime alimentaire et garde une trace de mes rendez-vous de kinésithérapie. Si je ne la connaissais pas mieux, je penserais qu'elle essaie de se comporter comme ma mère. Mes parents ont été un soutien indéfectible et nous ont aidés chaque fois que nous en avions besoin. Ils n'ont aucune idée de l'importance de ce soutien au cours des derniers mois. Je n'avais juste pas besoin de pression supplémentaire. Charles et Ruth, Dieu merci, sont restés amis. Ils sont profondément déçus par Lindsay, mais c'est leur seul enfant, et ils se sentent obligés de la soutenir dans le besoin. Avoir Tyler autour est un grand réconfort pour eux. Ils le gâtent un peu, mais ça ne me dérange pas. Je veux juste que Tyler traverse cette épreuve et en sorte indemne. Maddie rend visite à sa mère occasionnellement. Elle me dit qu'elle se parle à nouveau, mais j'ai l'impression que c'est une relation gênante au mieux. Les poursuites judiciaires, bien sûr, ne sont jamais allées au procès. Nathan Morrison n'aurait pas laissé cela arriver. Selon mes amis avocats, David et Jennifer, nous avons réglé l'affaire pour une somme très substantielle qui me maintiendra en sécurité financière pour les années à venir. Même après impôts et frais juridiques,
je sais déjà que je pourrai couvrir les frais de scolarité universitaire de Maddie et Tyler et leur offrir à chacun une voiture quand ils auront respectivement 18 et 20 ans. Au moins, il y aura du bon dans tout ce gâchis. Physiquement, j'ai récupéré autant que je le pourrai probablement jamais. J'ai perdu ma rate, mais mes reins, mes côtes et mon épaule ont guéri presque complètement. Je vais en kinésithérapie 2 fois par semaine et je continuerai à le faire dans un avenir proche. J'ai encore des douleurs qui vont et viennent quotidiennement. Les médecins pensent que mon système reproducteur est fonctionnel à environ 80%, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester cette théorie. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'enthousiasme pour le sexe opposé en ce moment. Quand j'ai reçu l'argent du règlement du procès, j'ai acheté quelque chose de très spécial à Kevin et Sarah Walsh, une croisière en Alaska dont ils avaient toujours rêvé. Kevin a été là pour moi quand j'en avais le plus besoin. Et Sarah m'a peut-être sauvé la vie. Rien n'était trop extravagant pour ces 2 personnes merveilleuses. Quant à Blake Morrison, David me dit qu'il passera 3 à 5 ans en prison d'État pour m'avoir agressé. Nous avons également discuté d'intenter une action en justice civile contre lui, mais il n'y aurait personne à poursuivre. Son père l'a renié. Il n'a pas d'emploi, pas de compétences et pas de perspective. Quand il sortira de prison, il aura la quarantaine avec un avenir sombre devant lui. Nous ne pouvons plus rien lui faire. La vie s'en chargera. Étonnamment, Nathan Morrison est venu me voir pendant que j'étais en rééducation. Il s'est excusé pour tout ce qui s'était passé et pour son fils bon à rien. J'ai accepté ses excuses comme sincères. Il était sincèrement désolé des dommages émotionnels que son fils m'avait causés, sans parler du traumatisme physique. Nous nous sommes serrés la main et j'ai gagné un certain respect pour Nathan Morrison. Que va-t-il se passer ensuite? Je me pose cette question régulièrement. Je suis encore sous le choc de ce que Lindsay a fait à notre famille, mais je suppose qu'avec le temps, je me remettrai du pire. J'ai quitté Medtech Solutions, ou du moins j'ai essayé. Dan Phillips n'a pas voulu en entendre parler et m'a dit qu'il me donnait un congé illimité. Un jour, tu auras beaucoup d'argent et de temps pour réfléchir à ce que tu veux vraiment faire, m'a-t-il dit. Ne prends pas de décision hâtive maintenant. Je pense savoir ce que ça pourrait être. Frank Miller, l'un de mes meilleurs clients et un vieil ami depuis mes débuts dans la vente d'équipements médicaux, veut prendre sa retraite et vendre son entreprise. C'est une entreprise solide avec un bon équilibre entre les comptes hospitaliers et les clients en cabinet privé. Il fait partie du consortium d'achat Med Supply, ce qui l'aide à concurrencer les grands distributeurs nationaux. David Chin et moi allons rencontrer Frank pour voir si nous pouvons concrétiser quelque chose. Tyler a été le premier à demander des petits boulots pour le week-end et l'été quand il a découvert mes projets. Peu importe que nous ayons besoin de lui ou non. Je veux le garder près de moi et m'assurer qu'il va bien pendant qu'il traverse les prochaines années difficiles. L'adolescence est déjà assez difficile sans avoir à gérer une famille brisée. Je regarde Nathan et Blake Morrison et je réalise que c'est ce qui arrive quand on n'est pas suffisamment impliqué dans la vie de ses enfants, quand on n'est pas assez proche pour les guider à travers les moments difficiles. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Hier à ce qui m'était arrivé et à notre famille. Je serai le premier à admettre que je l'ai pris personnellement et que je voulais me venger dans toute la mesure du possible. Je ressens toujours la même chose. Peut-être que si je n'avais eu qu'à gérer la cour assidue de Blake Morrison envers ma femme, les choses auraient été différentes. Je suppose que je peux comprendre comment il a pu charmer et manipuler quelqu'un comme Lindsay. Mais quand j'ai appris pour Peterson et comment elle avait fait chanter notre fille adolescente pour la réduire au silence, toute pensée de compassion a disparu. C'était impardonnable. David dit que Blake purgera probablement sa peine complète. Ce n'est pas exactement le genre de prisonnier modèle. Quand il sortira, il aura près de 50 ans, sans argent, sans perspective d'emploi et avec un casier judiciaire. Son avenir semble plutôt sombre. Nous ne pouvons plus rien faire pour lui nuire. La vie s'en chargera. Et me voici. Le chemin a été difficile, mais je suis toujours debout. Je croyais avoir la famille parfaite. Diable, j'étais certain d'avoir la famille parfaite. Je peux repenser au bon moment que nous avons partagé ensemble, ou je peux me concentrer sur ma colère concernant ce qui a mal tourné. Peut-être qu'un jour je pourrai faire la première chose, car pour l'instant je gère toujours la seconde. Mais je ne suis plus le même homme qu'il y a un an. J'ai appris de dures leçons sur la confiance, sur la famille, sur les gens que nous pensons connaître le mieux. J'ai appris que parfois, la personne dormant à côté de vous chaque nuit est une étrangère.